Donc, je vais pouvoir donc accueillir Monsieur Daza, Xavier Daza, qui est le directeur de la DMR Lenven Océane, donc une association qui est située dans le Finistère. Donc, vous avez accepté aujourd'hui donc de témoigner de la manière dont les employeurs de l'ESS peuvent mettre en œuvre le principe de partage de la valeur auprès de leurs équipes. Donc, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir accepté de témoigner. Et puis, je vais vous demander déjà dans un premier temps de bien vouloir vous présenter et puis présenter votre structure. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Xavier Daza, le directeur général de l'association DMR l'Esnevin Océane dans le Finistère. Association qui appartient, comme son nom l'indique, au réseau ADMR. Le réseau ADMR, c'est le principal réseau de services à domicile associatif en France. C'est un peu plus de la moitié de la branche. C'est près de 100 000 salariés et c'est partout sur le territoire. Pour ce qui concerne le mode d'organisation du réseau ADMR, il est constitué d'une union nationale dont l'objet est davantage porté sur du lobby politique en faveur de la branche et en faveur du réseau lui-même. Des comités régionaux, des associations qui sont fédérées au niveau départemental, avec la particularité du Finistère où il n'y en a pas. C'est-à-dire que les associations ne bénéficient pas dans notre département d'une fédération départementale qui assure généralement tout le back-office. Et donc les associations dans le Finistère ont dû, depuis la disparition de la fédération départementale en 2012, s'organiser par elles-mêmes avec deux modes principaux qui ont été retenus par le réseau. Le premier qui est de se fédérer en groupements de coopération sociaux et médico-sociaux, des GCSMS. Ça, c'est plutôt le modèle du sud du département. Et puis, le modèle du Nord qui a constitué davantage à fusionner les structures pour leur donner des tailles plus importantes et avoir la capacité à se staffer pour être en fonctionnement sans fédération. Et donc, l'association ADMR l'Esnevin Océane, c'est le fruit de fusions successives. C'est 250 salariés répartis sur 35 communes autorisées par le conseil départemental, de Pouescat jusqu'à Plouzané, sur une dizaine d'antennes réparties sur ces 35 communes. Donc, vous voyez qu'on est très en proximité des bénéficiaires de nos services. Une association ADMR a deux objets sociaux statutaires par principe, puisque tous les statuts sont identiques à chacune des associations du réseau. Le premier objet social statutaire consiste à délivrer des services de maintien à domicile. Ce sont des services qui sont réalisés par des professionnels et qui sont facturés aux bénéficiaires. Et le second objet social consiste à créer du lien. Et là, on est sur des actions d'animation sociale, de prévention de perte d'autonomie, qui sont financées par des communes, des dispositifs de type conférence des financeurs qui permettent d'assurer la gratuité aux bénéficiaires. On se fait aider compte tenu de l'ambition que l'on porte sur ce volet-là d'animation sociale. On se fait aider par une animatrice professionnelle qui va piloter une équipe d'une 50aine de bénévoles. Et ça nous permet, sur l'année 2022, d'avoir conduit environ 200 actions au profit de 2000 bénéficiaires. Donc, c'est un volet qui a pleinement sa part
à côté des services pour lesquels une ADMR est davantage connue, qui consiste à aider des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Voilà rapidement ce qu'est une association ADMR dans le paysage ADMR et quels sont les principaux indicateurs de l'association ADMR l'Est-Nord-Océan. Merci, Monsieur Daza. Et du coup, je vous prie de m'excuser puisque je prononce très mal le nom de votre structure. On dit l'N20 et pas l'Nven, du coup. C'est ça? Ok. L'Est-Nord. Mais bon, L'Est-Nevin. C'est breton. c'est ça, c'est même finistérien, donc les Oui, prononciations, vous en êtes toutes excusées. c'est gentil. Et du coup, alors, je vais vous demander de nous préciser peut-être davantage les activités proposées au sein de votre structure et de préciser justement les services que vous facturez. Alors, les services que l'on propose pour mieux vivre chez soi le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles, ils sont de deux ordres. Le premier, ce sont des activités qu'on dit tarifées par le conseil départemental. Et le second volet, ce sont des activités de marché, non tarifées, libres. Alors, je vais peut-être faire un petit aparté sur les questions administratives, puisque les services à domicile, les services à la personne, font l'objet de trois niveaux de réglementation pour pouvoir exercer cette activité. Les services à la personne en tant que tels font l'objet d'une simple déclaration auprès de la préfecture. Donc ça, c'est pas très compliqué. Et ça permet de délivrer les 26 ou 27 services à la personne qui sont catégorisés comme tels. Si vous voulez faire de la garde d'enfants de moins de 3 ans, vous devez compléter cette déclaration par un agrément, toujours auprès de la préfecture, avec visa préalable du service PMI du conseil départemental. Et enfin, si vous voulez intervenir auprès du public le plus vulnérable dont la compétence est celle du conseil départemental, vous devez être autorisé par ce dernier. Donc, déclaration, agrément, autorisation, ça fait beaucoup de réglementations administratives à respecter pour pouvoir exercer ces activités. Et donc, sur la partie tarifée, en fait, l'association l'Est-Nevin Océane gère un service médico-social qui, là aussi, porte un autre acronyme barbare, un SAD, Service d'aide et d'accompagnement à domicile, qui va bientôt se transformer en service autonomie à domicile. C'est un autre sujet. Et donc, le SAD fait l'objet, après son autorisation, fait l'objet d'une tarification. Donc, l'association n'est pas maître du tarif qu'elle propose à ses bénéficiaires, c'est le département qui va le fixer. Alors, normalement, en fonction de ses coûts de revient réels, mais c'est un peu théorique, c'est pas tout à fait comme ça dans la vraie vie. Et donc, sur ces activités qui sont propres à un SAD, on a des activités liées à l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie, ça c'est plutôt destiné aux personnes âgées. On a la PCH, la prestation compensatoire du handicap, destinée aux personnes en situation de handicap. Et puis, on a l'aide sociale destinée aux personnes qui sont les plus fragilisées financièrement. Ça, ce sont donc les activités liées au département, l'activité départementale. Et puis, on a, à côté de ça, la possibilité de développer des activités de service à la personne. Les activités de service à la personne elles sont réglementées. Vous allez trouver dedans peut-être celle qui est la plus connue, le ménage et le repassage. Vous n'avez pas envie de vous occuper de
ces tâches ménagères à votre domicile, eh bien, l'association ADMR peut le faire pour vous. Vous n'avez pas de perte d'autonomie, que ce soit de l'âge, du handicap ou d'une quelconque autre fragilité comme la maladie. Vous êtes parfaitement autonome, mais par confort, vous décidez de ne pas le faire et de le confier à une association. Donc ménage, repassage, mais aussi du jardinage, du bricolage, du portage de repas à domicile. Et c'est là où on va pouvoir élargir le champ des interventions. Et ce champ des interventions présente un intérêt assez fort, puisque plus il va être développé, moins on sera dépendant de l'activité départementale. Donc, en développant nos activités non départementales, on va pouvoir réduire notre dépendance vis-à-vis du département. Demain, le département décide, comme ça peut se faire dans d'autres départements de France, de flécher l'APA, PCH ou aide sociale vers de l'emploi direct. C'est-à-dire que l'aide qui est individuelle va être favorisée pour que ce soit la personne dépendante qui emploie un intervenant plutôt que de faire appel à un prestataire, va permettre de réduire les coûts, puisqu'il n'y a plus d'intermédiaires. Enfin, il faut m'expliquer comment un GIR1, qui est une personne la plus dépendante, peut être employeur. Et donc, les départements ont des leviers pour changer d'orientation sans que les associations comme les nôtres puissent intervenir. Donc, ça peut être de l'emploi direct, ça peut être de baisser les plans d'aide, et on le subit, puisque on est à l'origine de rien sur la mise en œuvre de ces plans d'aide. On les met simplement en application dans le respect de ce que le conseil départemental a défini. Et donc, afin de réduire ce niveau de dépendance, l'idée, c'est d'aller développer des activités à côté sur lesquelles on a la complète maîtrise à la fois de la construction du modèle économique et puis du prix de vente, même si ce prix de vente doit bien évidemment tenir compte d'un prix de marché. Donc, les activités de service à la personne qu'on a pu développer au sein de l'association ADMR S9 Océane, ce sont, on va dire, les plus basiques, les plus régulières, celles qui répondent aux plus grands des besoins. On parlait de jardinage, de ménage, de portage de repas. Vous doutez bien que ces volumes d'affaires-là sont très éloignés de porter le linge à domicile ou le langage des signes, où on est plutôt sur des niches très étroites. Et donc, ces activités, au-delà de réduire la dépendance vis-à-vis du conseil départemental, nous permettent aussi de dégager des profits, ce qui n'est pas le cas sur l'activité départementale qui, par nature, est équilibrée. Et quel levier, du coup, grâce à ces bénéfices, vous avez pu justement, le fait de dégager des bénéfices, qu'est-ce que ça vous a apporté en plus au niveau de la structure? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place justement grâce à ça? Alors, c'est là où c'est intéressant d'être dans une structure associative du champ de l'économie sociale et solidaire. C'est que on ne fait pas du profit pour faire du profit, ça n'a pas véritablement d'intérêt, c'est pas notre vocation. En revanche,
Ça nous permet de pouvoir travailler sur deux choses. La première, de travailler pour consolider la pérennité de l'association elle-même par les fonds propres, hein. Et la seconde, c'est de pouvoir mieux prendre en considération les facteurs qui sont à l'origine de la réussite d'une association, que sont nos collaborateurs. Puisque une association de service à la personne, une association de maintien à domicile, c'est une entreprise de main-d'œuvre, hein. 85% de nos charges d'exploitation, c'est de la masse salariale. Donc, pour que une association de cette nature fonctionne bien, et c'est quand même un challenge important à atteindre, parce que on s'occupe de personnes vulnérables pour un petit peu plus de la moitié. On parlait tout à l'heure de l'activité départementale, dont les bénéficiaires sont des personnes fragiles, des personnes vulnérables. C'est un petit peu plus de la moitié de notre activité. Et que pour prendre soin de personnes fragiles, il est préférable qu'on ait préalablement pris soin de nos collaborateurs qui vont aller dans ces domiciles pour aider ces personnes qui ont besoin de nos services pour rester vivre chez elles. Et donc, les marges que l'on peut dégager sur ces activités non départementales vont nous servir pour améliorer les conditions de rétribution et pour améliorer tout ce qui va relever de la qualité de vie au travail. Le département a fait appel a fait réaliser une étude. J'espère qu'ils ne l'ont pas payé très cher, hein, parce que vu les conclusions auxquelles ça aboutit, on aurait pu leur donner ça gratos, qui portait sur les moyens de fidéliser les collaborateurs et le moyen d'attirer de nouveaux collaborateurs dans le champ du médico-social et de la santé, puisque c'était une étude conjointe entre l'ARS et le conseil départemental. Je pense que ça ne va pas surprendre grand monde autour de la table, hein. Le premier facteur d'attractivité de nouveaux collaborateurs, c'est la rémunération. Et le premier facteur de fidélisation des collaborateurs, devinez un peu, la rémunération. Donc, si on veut trouver des leviers pour faire face aux difficultés qui sont fortes, hein, dans le secteur du médico-social, même si pour nous, encore une fois, le médico-social, ça représente un petit peu plus que la moitié de notre activité, hein. Les services à la personne, on n'est plus dans le champ médico-social, on n'est plus dans le service d'aide et d'accompagnement à domicile autorisé par le conseil départemental, hein. Mais si on veut trouver des leviers pour faire face aux difficultés pour trouver des collaborateurs, il vaut mieux essayer de faire en sorte qu'on leur offre des conditions d'emploi qui soient les meilleures possibles. Il y a réellement de la concurrence, hein, entre les employeurs, même entre les branches d'activité. Et à ce titre-là, les profits que l'on peut dégager sont réinvestis dans l'objet social, que sont nos salariés, en améliorant encore une fois les conditions de rétribution et en investissant dans des actions qui relèvent de la qualité de vie au travail. Voilà comment on utilise les bénéfices que l'on dégage sur les activités non départementales. On le réinvestit dans l'objet social, on le réinvestit auprès de nos collaborateurs.
afin de pouvoir les fidéliser. Ça coûte moins cher de fidéliser les collaborateurs plutôt que d'aller en chercher d'autres et puis d'avoir du turnover où on est sur des qualités de service dégradées. Donc, voilà, je vais peut-être introduire la palissade, mais pour partager de la valeur, il faut en avoir créé au préalable et que sur des modèles économiques où on n'est pas contraint par une autorité de tutelle qui va imposer un résultat équilibré par nature. Et c'est là où le développement d'activités annexes prend toute sa pertinence. Et en termes de résultats, est-ce que vous avez vu justement, puisque vous avez parlé donc de pallier des difficultés de recrutement, de renforcer l'attractivité, améliorer les conditions de travail. Est-ce que déjà à ce stade, vous voyez aussi de vrais résultats, notamment? Est-ce que ça peut être un véritable levier que de partager la valeur? Ah, on le voit effectivement. La moyenne d'ancienneté et l'ancienneté moyenne dans la structure, c'est plus de 10 ans. On a assez peu de turnover. On a les départs naturels, comme n'importe quel employeur avec un effectif qui commence à être important peut le voir sur des départs à la retraite, des inaptitudes, des rapprochements de conjoints, des changements d'orientation professionnelle, comme il y en a dans n'importe quelle entreprise. Mais c'est à dissocier de ce que l'on entend de manière très fréquente, en tout cas dans la branche de l'aide à domicile, à savoir les difficultés à recruter et les difficultés à conserver ses collaborateurs où on entend régulièrement les clients se plaindre que ça change tout le temps au niveau des intervenants. Et donc, ancienneté moyenne d'une dizaine d'années, des candidats qui viennent nous solliciter parce que on est sur un petit territoire, on est sur la pointe, Finistère, les informations circulent facilement et rapidement et qu'à un moment donné, ça se sait quelles sont les conditions qui sont proposées par tel employeur et tel employeur et qu'on a des candidats qui viennent nous proposer leur offre de travail et de différents horizons. Des personnes qui viennent d'EHPAD, qui viennent de structures d'aide à domicile concurrentes. Et donc, quand on leur pose la question au niveau de l'entretien de recrutement, ils nous le disent immédiatement que ça fait partie des éléments à prendre en considération pour eux, ce qui rejoint les études que l'on connaît, dont celle dont on a parlé tout à l'heure, qui est assez récente. Ça fait pas tout, mais en tout cas, ça vient apporter un élément qui permet de convaincre un certain nombre de candidats de nous rejoindre. Mmh. Et ça permet aussi, j'imagine, d'améliorer, du fait qu'il y ait, moins de turnover et moins aussi, ou certainement plus de présentéisme pour voir les choses plutôt, du côté positif, d'améliorer la qualité du service rendu aussi auprès des bénéficiaires. Et là, enfin voilà, par ailleurs, justement, est-ce que vos bénéficiaires aussi vous soulignent cet effet-là? Alors c'est probablement un petit peu plus compliqué parce que faudrait que ça change jamais. Faudrait que ce soit toujours son aide à domicile qui intervienne. Donc ça, c'est un sujet un petit peu plus sensible. Mais en tout cas,
pour rebondir sous un autre angle par rapport à votre observation, c'est que on a deux modalités pour partager la valeur. La première, c'est la prime de partage de la valeur, hein, l'ancienne prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ou prime Macron. Donc là, c'était quand même un dispositif exceptionnel, hein, puisque l'effort de 1 euro de l'employeur arrivait 1 euro dans la poche du salarié. Pas de charges sociales, pas d'imposition sur le revenu. C'est exceptionnel. Bon, ça ne va pas durer, hein. Je crois que c'est l'année prochaine que déjà les conditions se durcissent. Mais en tout cas, c'est un dispositif qui permet très facilement de répartir cette valeur entre les collaborateurs. Et puis, le second moyen qu'on utilise, et ça va répondre en partie à votre observation, c'est l'intéressement. On a mis en place un accord d'intéressement. Et pour qu'un accord d'intéressement puisse être mis en place dans une association, il faut que le critère sur lequel repose la répartition des profits soit directement lié à la qualité de la prise en charge, la qualité du service rendu. Et un des critères dans une structure comme la nôtre de service à domicile, pour mesurer la qualité du service rendu, c'est le présentéisme, puisque si nos collaborateurs sont présents parce que on a su les recruter et qu'on n'est pas en insuffisance de manœuvre, que notre capacité de production est suffisante et qu'ils ne sont pas absents, eh bien, le service attendu par nos clients leur est apporté. Et que la première obligation qui pèse sur nous, c'est celle de réaliser le service avant toute chose. C'est-à-dire que les personnes qui ont besoin de nous pour rester vivre chez elles, eh bien, c'est à nous de nous organiser pour leur apporter le service. Il y a de la neige sur la route, il y a une pandémie qui vous sucre un tiers de votre effectif, vous organisez comme vous voulez, mais vous faites en sorte que les personnes qui ont besoin de vous pour se lever le matin, pour sortir du lit, pour aller aux toilettes, pour se laver, pour manger, les besoins essentiels de la vie courante, vous prenez vos dispositions pour que ça se fasse. C'est plus facile si déjà vous avez la capacité de production qui est disponible et que vous pouvez la mobiliser au service des personnes qui en ont besoin. Et donc l'accord d'intéressement, pour le déployer en association, il faut un critère de qualité de service. Celui qu'on a défini, c'est le présentéisme, parce que le présentéisme nous assure que on peut assurer le service attendu par nos clients. Ce sont les deux leviers qu'on a utilisés, sachant que sur le partage de la valeur, on essaye de faire en sorte qu'on soit à peu près à 50-50 entre la consolidation des fonds propres associatifs et puis ce qui peut être redistribué soit sous forme de primes ou d'intéressement auprès des salariés. Ok. Peut-être j'ai une dernière question avant de laisser place aux échanges avec les participants. Je me demande donc vous dégagez du bénéfice à partir d'activités donc que peut-être seulement certains salariés dans votre entreprise exercent. Et du coup, est-ce que le partage de la valeur, tout le monde en bénéficie au sein de la structure?
Ou est-ce que seules les activités, les salariés qui permettent justement cette génération de bénéfices y ont droit? Comment est-ce que vous avez arbitré sur cette question? Alors, tout le monde y a droit. La premier élément à communiquer, c'est effectivement que tout le monde y a droit parce que tout le monde contribue à la création de valeur. Si j'avais des collaborateurs qui ne contribuaient pas à créer de la valeur dans la structure, je me poserais la question de la pertinence de leur fonction. Le fait qu'on intervienne sur des activités départementales et que par définition on est équilibré, ça n'empêche qu'on crée de la valeur sociale. Donc là, on parle de partage de valeur économique qui repose sur les activités non départementales. En fait, tous les collaborateurs bénéficient de ce partage de la valeur et la manière dont on la répartit, c'est selon une modalité qui va essayer d'être le plus proche de la contribution de chacun sans que ce soit une usine à gaz. Je vais prendre quelques exemples pour être compris. Si vous avez, toutes choses égales par ailleurs, un collaborateur qui est à temps plein et un collaborateur qui est à mi-temps, bien évidemment, encore une fois, toutes choses égales par ailleurs, le collaborateur qui est à temps partiel contribuera moins qu'un collaborateur à temps plein. Par ailleurs, deux collaborateurs à temps plein, dont un a été absent pour des raisons de santé, eh bien, il aura moins contribué que le collaborateur qui aura été présent toute l'année. Et enfin, un collaborateur qui a davantage de responsabilités va créer plus de valeur compte tenu des décisions qu'il va prendre qu'un collaborateur qui a moins de responsabilités. Et donc, le critère qui est probablement le plus simple et le plus représentatif de ce que je viens de vous dire, c'est la rémunération annuelle. Puisque la rémunération tient compte du temps de travail contractuel, tient compte de l'absentéisme et tient compte de la rémunération fixe qui est le reflet de la responsabilité de chacun. Et donc, on répartit la valeur, que ce soit au niveau de l'intéressement ou au niveau des primes de partage de la valeur, selon ce critère-là. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a des questions? Puisque je pense que maintenant, c'est l'occasion aussi de pouvoir ouvrir vos micros, si vous le souhaitez, et puis poser vos questions. Il nous reste 10 petites minutes pour échanger. Donc, n'hésitez pas à lever la main, à couper vos micros, prendre directement la parole. Oui, Eric, vous souhaitez prendre la parole? Monsieur Daza, bonjour, cher collègue. On a le même président, Monsieur Daza et moi. Ouais. Bonjour Eric. Bonjour. Dis-moi, j'ai une question. J'ai bien compris que dès lors que les résultats des activités en gestion libre permettent une prime, vous la versez à tout le monde. Comment vous faites apparaître en comptabilité ces éléments-là? Parce que j'imagine que dans les comptes du coup, des services départementaux apparaissent la charge de la prime. Comment tu fais apparaître du coup les recettes qui compensent cette charge? Alors, notre analytique, elle est très claire. On a des activités départementales et des activités non départementales. Les produits, c'est assez simple. Concernant les charges,
Elles sont basées sur des clés de répartition et les primes, en l'occurrence, sont fléchées sur l'activité non départementale. Donc, ça n'apparaît pas sur l'activité départementale et du coup, le conseil départemental n'a rien à nous dire. On lui demande rien d'ailleurs et puis il n'a pas son mot à dire sur les choix que l'on opère sur des activités qui ne relèvent pas de ses compétences. D'accord, ok. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des réactions? En tout cas, pour les personnes qui ont gardé leur caméra, je vois qu'elles ne se sont pas endormies. Donc, c'est un premier bon signe que ce n'était pas trop soporifique comme sujet. Bon, mais Moi, peut-être, je me dis que dans l'économie sociale et solidaire, ok, donc il y a donc les services à la personne. Madame Libéros, je fais très vite pour pouvoir vous laisser la parole. Et je voulais savoir si, selon vous, c'était un principe, donc du coup, de mettre en place des services tarifés pour dégager du bénéfice. Si c'était un principe qui pouvait s'appliquer dans toutes les structures, dans tous les secteurs d'activité, puisque bah, l'économie sociale et solidaire, finalement, brosse aussi plusieurs branches professionnelles et différentes activités. Donc voilà, c'était pour... alors là, je risque d'être embarrassé pour répondre à cette question parce que je connais le secteur sur lequel j'interviens, mais je connais pas tous les secteurs. Eric, peut-être tu peux nous. Je pensais à toi là sur cette question-là, sur les activités que tu développes. Euh, Est-ce que tu es contraint de te limiter à ces activités de mesures de protection juridique et puis toutes les deux autres activités que l'UDAF du Finistère peut déployer? Est-ce que tu es contraint de te limiter à ça parce que pour avoir l'autorisation d'exercer tes activités-là, on t'oblige à ne pas en déployer d'autres? Ou est-ce qu'au contraire, tu as l'opportunité de compléter à ta guise les activités pour lesquelles tu as obtenu une autorisation, un agrément dans les services à la personne? Une association qui fait du service à la personne peut demander au conseil départemental une autorisation. Mais je ne sais pas si cet élargissement est possible pour tous. Et si ça ne l'est pas, si c'est pas le cas, et que les activités réglementées sont comme pour un service d'aide et d'accompagnement à domicile, comme pour ce service médico-social, par nature équilibré, eh bien là, ça va devenir compliqué. Tu peux nous éclairer un peu, Eric, là-dessus? Alors, moi, l'objet social de l'UDAF me permet de mettre en place tout service destiné aux familles. Donc, j'ai un champ d'activité qui peut être très très large, hein. Concrètement, si demain on décide avec le conseil d'ouvrir un service d'aide à domicile, on peut le faire également. Voilà, on est une association, donc on a une vocation à ouvrir des services à vocation plutôt associative, mais l'objet social de l'UDAF nous permet d'ouvrir tout service à destination des familles et pourquoi pas même sur des activités qui pourraient dépendre de la TVA. Après, c'est des choix internes que nous pouvons faire ou pas. La difficulté des ESMS, effectivement, c'est quand on a des activités annexes qui peuvent éventuellement être bénéficiaires. On a quand même une vigilance un peu particulière sur les questions comptables, effectivement. Et toi, ce que tu peux laisser en analytique sur un budget dédié, les charges, moi, je suis quelque part obligé de les faire apparaître et je ne suis pas sûr que mon expert comptable spécialiste des ESMS m'autoriserait à ne pas faire figurer la prime versée à des salariés
des ESMS sur d'autres services. Et donc, du coup, si je dois verser la prime et la faire apparaître sur un ESMS, forcément, il faut que si je trouve une recette en atténuation pour couvrir cette charge, que je la fasse apparaître également. Auquel cas, le financeur va se frotter les mains en disant super, vous avez trouvé de l'argent en plus, j'autorise la recette, mais pas la dépense. Donc voilà, c'est un petit peu ça la variable d'ajustement. On a la possibilité, nous ça a été une question pendant longtemps par exemple, on avait une question, c'était de savoir est-ce qu'on pouvait demander aux majeurs qui ont beaucoup d'argent, lorsqu'on fait un travail conséquent, est-ce qu'on peut demander des prélèvements complémentaires sur leurs ressources pour se rémunérer au mieux. C'est-à-dire pour demander, effectivement, quand on vend un bien, on accompagne un majeur sur des actes lourds, si on a le dossier de Mme Bettencourt dans les tuyaux, est-ce qu'on peut demander des émoluments complémentaires ou est-ce qu'on est tenu par le Code de l'action sociale et des familles? Eh bien, les UDAF, les services associatifs qui gèrent des services mandataires à la protection des majeurs, si l'un d'entre eux gérait le dossier de Mme Bettencourt, il ne pourrait pas prélever un centime supplémentaire puisque la loi le lui interdit. Par contre, un mandataire individuel pourrait le faire. Donc, on comprend qu'il y a un lobby des mandataires individuels là-dessus aussi. Hein. Voilà, donc, nous, et donc la question, elle avait été posée sur ce angle-là, donc la Cour de cassation a tranché, on ne peut pas le faire. Mais au moment où on le faisait, certains services l'ont fait au départ, hein, avant que la Cour de cassation tranche. Et en fait, ces recettes qui venaient en plus dans nos ressources, l'État a considéré que c'était des recettes en atténuation et finalement baissait d'autant sa participation. Finalement, on faisait un travail supplémentaire en demandant, en faisant des requêtes au juge pour demandant à prélever de l'argent en plus. Et finalement, l'État l'intégrait dans sa dotation, donc ça ne nous servait à rien, c'est du travail pour rien. Donc c'est un peu la particularité. En plus, on a des services, nous, la PJM est financée par l'État directement, et donc ils ont un œil plutôt assez bien exercé. Alors pas dans tous les départements de France, puisque selon la qualité des techniciens qu'on a dans les services des DRETS, on a aussi des compétences différentes. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Je suis pas sûr qu'on puisse faire comme vous. Sans mettre en recette en atténuation les produits qui permettent de compenser cette charge. Je crois qu'il y avait Madame Libéros Oui, qui tout à fait. Merci, a Eric. la parole. C'était juste une petite réaction pour dire que d'abord, je viens de découvrir les midis de l'attractivité. Je travaille au Collège coopératif en Bretagne, qui a rejoint Ascoria. Et dans cet organisme de formation, je coordonne la formation de dirigeants d'entreprises d'économie sociale et solidaire. Donc, je trouve que les midis de l'attractivité, c'est une super initiative, voilà, qu'on va relayer. Et d'autre part, pour l'intervention d'aujourd'hui, non seulement elle n'était pas soporifique, mais elle était claire. Et voilà, c'est aussi des éléments d'évolution, d'expérimentation dans les structures qui sont très intéressantes à faire partager aux dirigeants en formation. Donc voilà, c'était juste ce petit rebond que je voulais donner. Parce que ça fait toujours bizarre d'être en visio et qu'il n'y ait pas de feedback. Non, et merci beaucoup du coup pour ce feedback très positif de plus. Et puis, s'il n'y a pas d'autres interactions, enfin réactions ou questions, il est 12h46. On a tenu le timing. Moi, ce que je souhaite vous dire, c'est que c'est midi de l'attractivité du fait de leur, enfin, de la dynamique qui a pu se créer et de l'intérêt aussi que ça a pu procurer, globalement, se réitéreront certainement au prochain semestre 2023. Donc, toutes les informations vous seront envoyées hein, en temps voulu. D'ici là, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée dans un premier temps et puis un bel été par la suite. Et puis, toujours en lien avec la CRES, hein, on reste à votre disposition. Et puis, merci encore, Monsieur Daza, pour ce témoignage très clair et le temps aussi qu'on a pu passer à préparer ce midi de l'attractivité. Merci à toutes et à tous. Et le replay vous sera communiqué ultérieurement. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne continuation. Bon été à Merci. tous. Bon été.